Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 1er septembre et cette revue de presse marque la reprise après la trêve estivale. Alors je vous souhaite une bonne rentrée. Au sommaire cette semaine, 5 articles. L'émotion prend le pouvoir dans le retail, à lire sur e-marketing.fr. Les chiffres d'affaires des textiles et habillements des distributeurs affichent une hausse de 9,5% en juillet 2023, à lire sur fashionunited.fr. Nouvelle ère chez Amazon, le retail média rapporte désormais plus qu'AWS, à lire sur le JDN. Transformation de Picard, les bonnes recettes de Cathy Collard-Gégère, à lire sur republicretail.fr. Et enfin, Zara lance son site de revente de vêtements d'occasion en France, à lire sur usinedigital.fr. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse accessible sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email de cette revue de presse. Je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Je vous souhaite donc une bonne écoute, toujours sans coupure. L'émotion prend le pouvoir dans le retail, à lire sur e-marketing.fr en date du 31 août. Les marques ont la capacité d'adapter leurs ventes et d'optimiser leurs performances digitales grâce au marketing émotionnel, prône Marie Argence, fondatrice de l'agence Macom Agency et Emoty Connect Tech. Dans un paysage du commerce de détail de plus en plus concurrentiel et numérique, les marques se retrouvent vers des stratégies innovantes pour attirer et fidéliser les consommateurs. L'une de ces stratégies efficaces est l'utilisation du marketing émotionnel, permettant aux marques de créer des connexions profondes avec leurs clients. En 2023, en associant cette approche à des performances digitales optimisées, les marques du retail peuvent non seulement augmenter leurs ventes et renforcer leur fidélisation, mais aussi suivre au quotidien leur impact réel via des technologies de pointe, aidant l'humain à mieux comprendre l'humain. Bien que cela semble une antithèse absolue, tournons notre caméra pour voir ici que l'objectivité de la démarche. Créer des expériences mémorables. Pour explorer la manière dont les marques du retail adaptent leurs ventes grâce au marketing émotionnel, nous devons nous arrêter quelques instants sur la mise en place d'expériences clients originales sur le terrain. Le premier secteur à avoir parfaitement compris cette démarche est celui du divertissement, notamment grâce au principe des expositions immersives, une nouvelle manière de visiter et appréhender une éducation culturelle qui peut tout à fait s'adapter in fine à n'importe quel type de commerce. Pour simplifier la démarche, c'est ainsi que nous pourrons décrire le principe de base du marketing émotionnel, créer des expériences de vie mémorables dont l'objectif est de susciter des émotions positives chez les consommateurs. Les marques du retail utilisent des éléments tels que le storytelling, la musique, l'univers olfactif, les visuels attrayants et les messages inspirants pour établir des liens émotionnels. À titre d'exemple, l'un des meilleurs succès de cette année, établi sur le principe, est la fameuse exposition Harry Potter à Paris, où se mêlent apprentissage, références rassurantes et découvertes. En racontant des histoires authentiques inspirées de repères culturels forts, et en mettant en avant leurs valeurs, les entreprises créent des expériences qui vont au-delà du simple acte d'achat et de la notoriété. Quel lien avec le marketing émotionnel digital? Grâce à l'évolution de l'analyse des données et aux avancées technologiques, les marques du retail peuvent désormais, et depuis quelques années maintenant, personnaliser l'expérience client de manière plus approfondie, à la fois sur le terrain et avec un suivi digital sûr. Tout d'abord, une récupération de données clients optimisées en amont ainsi que sur place et un suivi émotionnel régulier avec des nouveaux outils émergents utilisant des techniques d'IA en matière de marketing. Les entreprises peuvent comprendre les préférences individuelles des consommateurs et leur offrir des recommandations personnalisées avant, pendant et après leur expérience. Cette personnalisation crée un lien émotionnel plus fort car les clients se sentent compris et pris en compte. Un nouveau challenge pour les marques pour ainsi adapter leurs actions digitales et sur le terrain sur le long terme.
vers une amélioration de la performance globale. Pour maximiser l'impact du marketing émotionnel, les marques du retail optimisent leur performance digitale grâce à une meilleure gestion de leurs données et leur organisation. Cela passe par les éléments primordiaux tels que la conception conviviale des sites web, l'optimisation pour les appareils mobiles, la facilité de navigation, la rapidité de chargement des pages et l'intégration fluide des canaux de vente en ligne et hors ligne. En créant une expérience digitale transparente et agréable, les marques encouragent les consommateurs à rester plus longtemps sur leur plateforme, à effectuer des achats et poursuivre leur expérience de terrain. Un engagement cross-canal. À cela s'ajoutent les réseaux sociaux, devenus un outil essentiel pour les marques du retail afin d'engager leur public et de générer des ventes online et offline. En utilisant des plateformes telles que Meta, TikTok, X ou YouTube par exemple, les marques peuvent interagir directement avec les consommateurs au quotidien, partager du contenu émotionnel engageant et recueillir des commentaires précieux qui sont aujourd'hui le véritable nerf de la guerre, ou plutôt de la paix. Les marques doivent renforcer leur image de marque, leur démarche RSE et créer des liens durables avec leurs clients en prenant en compte les nouvelles habitudes de consommation. Les réseaux sociaux mènent la danse et amènent à des restructurations globales des modes de fonctionnement des entreprises. En conclusion, le marketing émotionnel de terrain ne suffit plus et combiné à une performance digitale optimisée est un outil puissant pour les marques du retail dans leur quête de succès dans un paysage concurrentiel. En créant des expériences mémorables grâce à la personnalisation, en améliorant la compréhension de leurs données et en engageant les clients sur les réseaux sociaux, les marques peuvent augmenter leurs ventes et construire une relation solide avec leur public. Dans un monde où les consommateurs recherchent de plus en plus des connexions émotionnelles avec les marques, il est essentiel d'adopter ces stratégies pour rester compétitif et prospérer à l'ère du commerce numérique et des habitudes grandissantes toujours plus exigeantes. Les chiffres d'affaires textiles et habillement des distributeurs affichent une hausse de 9,5% en juillet 2023 à lire sur Fashion United en date du 1er septembre. Après la légère hausse de juin 2023, la tendance se confirme pour les distributeurs du textile et habillement qui affichent une hausse de 9,5% de leur chiffre d'affaires en juillet 2023 par rapport à la même période en 2022. Cette hausse s'explique d'abord par les chiffres très faibles de juillet 2022 qui était en baisse de 14,1% par rapport à juillet 2021. Les calendriers des soldes d'été a également été favorable aux commerçants puisque les soldes initialement prévus du 28 juin au 25 juillet ont été repoussés jusqu'au 1er août afin de soutenir les commerçants touchés par les dégradations liées aux émeutes. En 2022, les soldes d'été avaient eu lieu entre le 22 juin et le 19 juillet. En valeur, les ventes habillement et textiles des 7 premiers mois de l'année 2023 sont supérieures de 2,2% par rapport aux 7 premiers mois de 2022, mais elles ont subi un recul de 0,7% à prix constant. Comparé à la période pré-Covid, l'activité commerciale de juillet 2023 reste inférieure de 2% à celle de juillet 2019. La vente en ligne et les boutiques physiques se portent bien selon l'IFM Panel qui partage chaque mois les résultats des distributeurs du textile et de l'habillement. Les ventes en magasin physique, tout comme celles du commerce en ligne, ont été en progrès au mois de juillet 2023 par rapport à juillet 2022 avec une hausse de 9,1% pour les magasins physiques et 10,7% pour le commerce en ligne. Pour la période janvier-juillet 2023, les ventes en ligne de l'ensemble des circuits de distribution sont inférieures de 4,3% à celles de la même période de 2022, tandis que l'activité commerciale des points de vente a bénéficié d'un gain de 3,7%. Si la tendance à la baisse des ventes en ligne se poursuit, leur part dans les ventes totales pourrait légèrement diminuer en 2023 par rapport à celle de l'année dernière qui était de 18%. Nouvelle ère chez Amazon, le retail média rapporte désormais plus qu'AWS.
À lire sur le JDN en date du 28 août. Malgré un volume de vente bien inférieur, le retail média profite de ses marges importantes pour devenir la nouvelle vache à lait d'Amazon, alors qu'AWS s'essouffle. AWS est-il déjà dépassé par le retail média chez le géant Amazon? C'est la question à laquelle a voulu répondre le JDN. Si l'on compare le chiffre d'affaires des deux activités, AWS remporte facilement la mise. L'activité cloud a enregistré un chiffre d'affaires de 80,1 milliards de dollars en 2022, soit 16% des ventes totales d'Amazon, alors que l'activité retail média a rapporté moins de la moitié, 37,7 milliards de dollars en 2022. Mais les rentabilités de ces deux activités sont très différentes. AWS enregistre un résultat d'exploitation de 22,8 milliards de dollars en 2022, soit une marge de 28,4%. Pour l'activité retail média, Amazon ne détaille pas son résultat d'exploitation dans ses bilans trimestriels, mais d'après le BCG, la marge brute du retail média se situerait entre 70 et 90%. Nous avons donc recalculé ce résultat d'exploitation à partir du chiffre d'affaires de l'activité retail média et la conclusion est sans appel. Au premier semestre 2023, le résultat d'exploitation du retail média se situerait entre 14 et 18 milliards de dollars contre 10,5 pour AWS. Le retail média est donc devenu la première source de bénéfices d'Amazon devant AWS, l'activité marketplace étant, elle, historiquement déficitaire. Même conclusion déjà à l'époque et même dès 2021, le retail média rapportait plus qu'AWS en 2022. Les résultats d'exploitation de l'activité se situent entre 26,4 milliards de dollars pour une marge de 70% et 33,9 milliards de dollars pour une marge de 90% contre 22,8 pour AWS. Vu les courbes de notre premier graphique, la tendance n'est pas prête de s'inverser. Transformation de Picard, les bonnes recettes de Cathy Collard-Gégère, à lire sur republic-retail.fr en date du 30 août. La relance de Picard est devenue un cas d'école. Cathy Collard-Gégère, qui a piloté la transformation de l'enseigne depuis 2020, dresse son bilan et partage les grands leviers pour initier un retournement d'entreprise. Vous avez quitté la direction de Picard. Quel bilan faites-vous de ces 3 dernières années? Ce fut 3 belles années très riches et passionnantes. J'arrive en 2020, pendant la crise sanitaire, avec une feuille de route relativement claire, relancer l'entreprise après une longue période sans croissance forte. J'ai initié un plan de transformation, Proxima, qui avait notamment comme levier de remettre le client au centre de la stratégie. Cela s'est traduit concrètement par l'exploitation de la data non travaillée auparavant et la création du premier programme de fidélité de l'enseigne qui a attiré 2,5 millions de clients en 3 ans. La transformation digitale est un gros pilier du plan. En 2020, nous ne proposions pas de livraison à domicile dans toute la France, ni de click and collect, et n'avions pas d'application. Nous avons depuis 2020 développé différents services et la part de l'e-commerce est passée de 1,8 à 5% en 3 ans, le tout en générant du chiffre incrémental car un client omnicanal dépense 2 fois plus qu'un client monocanal. Vous avez également ouvert beaucoup de nouveaux points de vente. En effet, le 3e levier fut la conquête des territoires. J'ai mené des écoutes de clients et de non-clients. Il en est ressorti que nos magasins ne devaient pas être à plus de 15 à 20 minutes, sinon les consommateurs ont peur pour leur surgeler. Nous avons ouvert une centaine de magasins en 3 ans, notamment en franchise, en misant sur des gens bien implantés localement. De 12 franchisés, il y en a maintenant plus d'une 50aine. L'expansion s'est aussi faite à l'international sous un autre format. Nous avons fermé les magasins en propre qui n'étaient pas un succès. J'ai opté pour un format plus agile avec des corners, des shop-in-shop à l'intérieur de retailers qui avaient déjà pignon sur rue et qui connaissaient leurs clients comme Marks & Spencer aux Émirats et à Hong Kong, Curly en Corée ou encore Ocado
au Royaume-Uni, RedSmart à Singapour pour le volet digital. 18 pays ont été ouverts en 3 ans et 5 autres vont être prochainement annoncés. Enfin, le dernier pilier du plan Proxima consistait à rendre notre marque incontournable et différenciante. Nous avons défini une vraie raison d'être avec une nouvelle plateforme de communication, que cela soit vis-à-vis de nos clients que de nos collaborateurs. Nous avons signé des accords pour améliorer la qualité de vie au travail, par exemple. Dans un marché de l'emploi tendu, nous recevons 200 000 candidatures spontanées par an. Tous les piliers de la RSE ont été travaillés avec la réduction des emballages, avec 1000 tonnes de plastique en moins, ou encore la baisse de notre empreinte carbone dans le transport. Toutes ces actions ont permis à Picard d'enregistrer une croissance de 20% par rapport à l'avant-Covid, avec une rentabilité bien supérieure à cela. In fine, je peux dire que la mission est accomplie. Au-delà du plan Proxima, quels sont pour vous les leviers clés de la transformation? Écoutez, les collaborateurs, les clients, les non-clients et même les partenaires. J'ai relu les enquêtes clients depuis 2009. Picard est une marque qui a 50 ans d'histoire et dont il fallait tenir compte. Le management de proximité est clé quand on entame un plan de transformation. J'ai présenté Proxima à toute l'entreprise pour qu'ils comprennent bien que les actions entreprises ne sont pas une lubie du nouveau dirigeant. La méthode de travail est importante aussi. Nous avons mis en place du test and learn avec le droit à l'erreur et la possibilité de déployer rapidement si on découvre des choses intéressantes. Par ailleurs, il est impératif de mener plusieurs chantiers de front. Il n'est pas possible, si on veut vraiment transformer une entreprise rapidement, de les ouvrir un par un. Je n'ai aucun regret chez Picard de l'avoir fait. C'est ce qui fait que l'entreprise a bougé aussi vite, aussi fort et de manière aussi visible pour nos clients. Quelle est votre plus grande fierté dans cette transformation? Globalement, c'est d'avoir su transformer une marque qui a près de 50 ans et était déjà très appréciée des clients. Beaucoup de personnes m'ont mis en garde à ma prise de poste en précisant qu'il ne fallait pas tout toucher pour ne pas casser le modèle et simplement profiter de l'embellie que le Covid a offert à l'alimentaire. Picard était déjà dans le top des marques préférées des Français. Elle est désormais première. Mais c'est quand tout va bien qu'il faut, pour moi, pousser les curseurs parce que les équipes sont dans une vraie dynamique. Et surtout, on a les moyens de le faire. Il faut chercher les bons leviers. Et la plus grosse difficulté, j'en identifie 2. La première, c'est de transformer et construire l'avenir quand il y a un quotidien qui est dément. Chez Picard, j'ai enchaîné les crises, Covid, énergétique, inflation. Il faut être très agile pour rester réactif dans le quotidien et avancer sur les projets de demain. Cela peut être très éprouvant pour les équipes qui ont le sentiment que cela ne s'arrête jamais. Mais il est important pour un dirigeant d'avoir cette double lecture entre la vision à long terme et suivre les signaux faibles tout en étant capable de rester très opérationnel et pragmatique. La deuxième difficulté, c'est la résistance au changement. J'ai eu des collaborateurs qui se sont engagés immédiatement, me remerciant d'avoir mis Picard au XXIe siècle, mais certains ne voulaient pas changer leur méthode alors que la croissance était un encéphalogramme plat. Encore une fois, l'écoute et le management de proximité ont été clés pour y remédier. Les équipes ont été responsabilisées avec des objectifs clairs sur ce qu'on attend. Refaire un concept, par exemple, c'est fait en sollicitant plusieurs services, des techniciens, aux équipes de la marque, des produits, du réseau et même des partenaires sociaux pour prendre en compte la qualité du travail. Nous avons engagé finalement sur tous les chantiers de transformation un maximum de personnes pour qu'elles puissent là aussi en retirer une vraie fierté et contribuer à quelque chose. Bien sûr, très vite, il faut partager les premiers résultats pour prouver les actions bénéfiques du plan. Sur les derniers mois, vous avez également incarné votre enseigne et même votre statut de femme et de mère dirigeante sur la scène médiatique. Cela participe aussi à la transformation. C'est le rôle, selon vous, des nouveaux dirigeants?
J'estime que c'est extrêmement important pour l'entreprise parce que le dirigeant est le premier ambassadeur de l'entreprise. On est désormais dans une ère de communication et beaucoup de choses ont changé chez Picard. Il était nécessaire d'incarner ces changements avec authenticité et sincérité. On a parlé de donner du sens aux équipes, mais il fallait aussi en donner aux clients. Si je ne l'avais pas fait, d'autres experts l'auraient fait à ma place et peut-être en moins bien, et j'avais à cœur de porter mes responsabilités. Mais s'exposer, c'est aussi prendre des coups avec des personnes qui commandent tout ce que vous faites. À titre privé, je me suis aperçu qu'au fil de mes interventions, on venait aussi chercher la femme que j'étais, car j'étais la seule présidente directrice générale de l'industrie alimentaire, en ayant démarré comme chef de rayon. Il y avait aussi un rôle modèle à porter en tant que dirigeante, mariée, avec des enfants, notamment quand j'intervenais dans les écoles. Certes, il y a eu des renoncements, mais quand c'est assumé et expliqué en famille et que chacun joue son rôle, tout est conciliable. J'ai aussi beaucoup de plaisir à le faire parce que j'aurais aimé avoir ce type de rôle-là plus jeune. Et j'ai le sentiment que la féminisation des COMEX n'avance pas aussi vite que ça. Une femme dirigeante doit toujours mener beaucoup de batailles et de combats. Mais je suis une fille de militaire et une guerrière, cela tombe bien. Si on bascule sur votre vision de la consommation au global, comment voyez-vous évoluer le marché ? Le plus gros enjeu de la distribution en ce moment, c'est la conjugaison entre la fin de mois difficile et la fin du monde. Comment accompagner les consommateurs en ces temps de tension sur le pouvoir d'achat ? Il ne faut pas s'inscrire dans une facilité de destruction de valeurs perpétuelles avec de la promotion qui ne veut plus rien dire ou des premiers prix dont on oublie les attributs du produit. Ce n'est pas parce qu'il est vendu à un tarif bas qu'il ne vaut rien. La crise sanitaire a mis en exergue que les consommateurs aspirent à mieux manger, et ce, dans toutes les couches sociales. Kantar, en 2022, soulignait que 95% des gens ont conscience qu'il faut changer vers une alimentation plus saine en développant un développement plus durable. Effectivement, 10% d'entre eux l'ont mis en action. La marge de progression est réelle. Et il n'y a pas que l'alimentaire, en non alimentaire, on a vu émerger des offres de seconde vie, des produits et de location sur certains produits que l'on utilise peu, comme le bricolage. Des initiatives très intéressantes fleurissent en France et dans d'autres pays. Tulle a par exemple installé aux États-Unis dans les halls d'immeubles des casiers pour des produits en location à l'heure. Et sur le volet fin du monde, face à cette équation du pouvoir d'achat, les distributeurs doivent s'engager dans une transformation durable et responsable. On voit la rareté des matières et les coûts qui explosent. La question se pose de réinvestir dans les filières, par exemple, pour favoriser la circularité des matières. Et comment on ose ne plus proposer de produits parce que ce n'est plus la saison ou que cela vient de l'autre bout de la planète. Les clients ont réduit leur volume d'achat avec des arbitrages. Cela s'est ressenti chez toutes les enseignes. Ils vont s'orienter vers des articles qui leur apportent de la satisfaction tout en restant dans leurs contraintes budgétaires. À plus long terme, la distribution doit arriver à répondre à des moments de vie et à proposer l'offre en conséquence. Prenons un cas concret, la femme enceinte. Il y a des produits qui mentionnent qu'ils sont interdits, mais rien ne va les guider dans ce qui est bon pour elle. La notion de care, au global, va prendre de plus en plus de place dans la consommation et il va falloir prendre en compte la multiplicité des besoins des consommateurs qui se retrouvent au sein d'un même foyer désormais. Zara lance son site de revente de vêtements d'occasion en France, à lire sur l'usinedigitale.fr en date du 31 août. La marque du groupe Inditex prend pied sur le marché de la seconde main avec une plateforme réservée à ses produits qui intègre également un service de don et de réparation. Vinted a un nouveau concurrent en France, l'espagnol Inditex, le numéro 1 mondial de l'habillement et maison mère de Zara, lance sa plateforme d'achat-vente de vêtements d'occasion dans l'Hexagone. Baptisée Pre-Owned, elle propose aux clients de la marque de revendre, donner ou réparer leurs vêtements Zara exclusivement.
Concernant le service de revente, le site ne propose à l'heure actuelle que les catégories femmes, accessoires, vêtements, chaussures. Le service de réparation est accessible en ligne comme en magasin et permet de bénéficier des prestations d'un réseau d'ateliers spécialisés pour recoudre un vêtement, changer un bouton ou remplacer une fermeture éclair par exemple. Quant aux dons de vêtements, la collecte multimarque était déjà disponible dans les 110 boutiques de la marque en France, mais il est désormais possible de demander le passage d'un coursier à domicile. Un premier test au Royaume-Uni. Zara avait déjà lancé Pre-Owned au Royaume-Uni fin 2022 dans l'objectif de favoriser l'économie circulaire et d'améliorer son image, Inditex étant identifié comme l'un des grands noms de la fast fashion, marqué par le renouvellement rapide des collections. Mais il s'agit évidemment d'exploiter également le filon en croissance de la seconde main sur lequel sont présentes des plateformes spécialisées dans l'habillement comme le leader européen Vinted, Vestiaire Collective et des généralistes tels que Le Bon Coin. Pre-Owned devrait ensuite être lancé en Espagne et en Allemagne d'ici la fin de l'année. Selon les données de l'Observatoire économique de l'Institut français de la mode, cité par Le Monde, le marché de la seconde main dans l'habillement a généré un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros en 2022 en France et près de 45% des Français ont effectué un achat d'occasion l'année dernière. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.